Bonjour et bienvenue sur 4D Géosystèmes. Aujourd'hui nous allons discuter des termes minéral, cristal et roche. Quand on se promène au bord d'une rivière par exemple, on voit des cailloux de toutes sortes. C'est vrai que vu de loin tout ça se ressemble. Mais si on est un petit peu plus attentif, certains semblent faits de sortes de grumeaux ou d'éléments, d'autres semblent plus uniformes mais rugueux, et d'autres encore semblent beaucoup plus lisses. Si on regarde les grumeaux de cette roche de plus près d'abord, on voit que beaucoup de ces éléments sont bien visibles, bien délimités et de forme polygonale. Ce sont en fait des cristaux, ici des feldspaths. Sur beaucoup d'autres cailloux, il est beaucoup plus difficile de voir la forme de ces cristaux et la présence d'éléments se voit surtout par l'aspect moucheté de la pierre. Et d'ailleurs, dans certains cailloux, comme celui qui est juste à côté par exemple, les éléments sont en fait eux-mêmes de petits morceaux de cailloux. Dans d'autres roches, les éléments sont très petits et ressemblent à des grains de sable. Ces roches sont d'ailleurs rugueuses au toucher. Enfin, d'autres roches encore apparaissent toutes lisses, sans vraiment d'éléments identifiables. Donc sans parler des couleurs ou des structures, on voit d'ores et déjà qu'il existe une grande diversité de roches. Donc au final, c'est quoi un caillou ? Tout d'abord, vous avez peut-être remarqué que j'utilise indifféremment trois termes, roche, pierre et caillou. Ils sont en fait synonymes, la différence vient de leur étymologie. Roche vient du latin roca, pierre vient du grec petra, et caillou vient du gaulois ou de l'indo-européen kaliavo. Si on prend la définition du dictionnaire Larousse, il est dit qu'une roche est tout matériau, consolidé ou non, constitutif de la terre, à l'exclusion des sols et des êtres vivants, formé d'un agrégat de minéraux et présentant une homogénéité de composition. On classe les roches suivant leur mode de formation, leur composition chimique ou minéralogique, leurs propriétés mécaniques, etc. Alors la définition est un peu étrange parce qu'on peut se demander si le mot roche, dont on nous dit qu'il est constitutif de la Terre, s'applique également à la Lune ou à Mars. Mais surtout, on entend là essentiellement la notion de minéraux, et on n'a pas vraiment l'impression que cette définition s'applique par exemple à la roche formée de petits morceaux de cailloux qu'on a vus précédemment. Si je prends maintenant la définition de roche donnée dans Wikipédia, on lit « Les roches sont des matériaux naturels généralement solides et formés, essentiellement ou en totalité, par un assemblage de minéraux comportant parfois des fossiles, notamment dans les roches sédimentaires, du verre résultant du refroidissement rapide d'un liquide, volcanisme friction, ou des agrégats d'autres roches. Les roches peuvent être formées d'une seule espèce minérale ou de plusieurs. » Et il est ajouté plus loin, l'ensemble présente une certaine homogénéité statistique. La classification des roches reste complexe car elle est basée sur un grand nombre de critères. Alors cette définition me paraît moi plus complète, mais elle amène d'autres termes qu'il ne faut pas confondre. Selon le dictionnaire Larousse, à nouveau, le terme minéral est défini comme suit. Se dit d'une substance constituée de matière non vivante. Alors là, on comprend tout de suite que ce mot s'oppose directement au mot organique, qui, comme son nom l'indique, est une substance produite par un organisme vivant. Donc minéral, non vivant, s'oppose à organique, vivant. C'est assez simple. Mais attention au mot cristal. Si je prends du sucre, il peut être cristallisé, mais issu d'un organisme vivant, comme par exemple de la canne à sucre. J'ai donc des cristaux organiques. Par opposition, le verre qui constitue la vitre de ma fenêtre est certes minérale, mais elle n'est pas cristallisée. Ce qui fait la différence entre verre et cristal, c'est en fait l'arrangement au niveau des atomes. Pour donner une image simple, une foule de personnes parfaitement alignées constitue une sorte de réseau cristallin, même si on n'est pas à l'échelle atomique, alors qu'une foule désorganisée s'apparente à du verre. Voici ici deux images montrant toutes les deux de la silice, un minéral naturel, mais à gauche vous l'avez sous sa forme cristalline, avec ici deux cristaux de quartz, et à droite sous sa forme de verre, ici ce qu'on appelle de l'obsidienne. Le fait d'obtenir l'un ou l'autre dépend de plusieurs paramètres physico-chimiques, mais essentiellement, un minéral se cristallisera s'il a le temps et l'espace pour le faire. Alors dans une roche, c'est encore un peu plus compliqué, évidemment, parce qu'on peut avoir des minéraux qui se forment et croissent en montrant une forme extérieure, c'est-à-dire visible à l'œil nu, reflétant celle de son réseau cristallin.
Dans ce cas, ces cristaux sont dits automorphes et c'est le cas des feldspaths que j'ai montré précédemment. Mais on a aussi des cristaux dits xénomorphes. C'était le cas par exemple dans la roche à l'aspect moucheté. Ces cristaux ont bien un réseau cristallin correctement arrangé, mais leur forme extérieure vient se mouler sur la forme des objets qui les entourent. Donc à l'œil nu, ils ne sont pas forcément aisés à reconnaître car ils n'ont pas leur forme caractéristique, comme on peut la voir dans des livres ou dans des musées de minéralogie. Donc vous l'aurez compris, les roches sont formées par des minéraux, mais ça ne suffit pas à les définir. Alors je ne vais pas faire ici une liste des roches qui existent sur Terre ou ailleurs, ça serait interminable. Mais il faut toutefois comprendre qu'on distingue 3 grands types de roches en fonction de leur mode de formation. En premier lieu, nous avons les roches magmatiques. Alors à partir d'un magma qui est de la roche fondue, on obtiendra des roches magmatiques ou ignées. Si ces roches se refroidissent et cristallisent en profondeur, on parlera de roches magmatiques plutoniques, alors qu'on parlera de roches magmatiques volcaniques pour celles qui se forment à la surface ou en subsurface. Dans une chambre magmatique, par exemple, certains minéraux vont se cristalliser avant d'autres, et de beaux cristaux automorphes ont le temps d'apparaître. Ça a été le cas pour ces feldspaths de la roche que je vous ai montré précédemment. Dans les roches volcaniques, les minéraux sont généralement sous forme de très petits cristaux ou de verre, car le temps de refroidissement est assez court et la croissance des cristaux relativement brève. C'est particulièrement vrai pour les laves qui sont émises sous les océans, enfin sous l'eau en général, et qui subissent un effet de trempe. Les verres y sont donc abondants. Le second grand type de roches, ce sont les roches sédimentaires. Ce sont des roches issues de sédiments, donc il convient d'abord de définir ce qu'est un sédiment. Quand des roches sont exposées à la surface, elles sont soumises à de l'altération ou de l'érosion. C'est-à-dire que des particules se désagrègent et sont emportées soit par l'eau, soit par le vent. Et un sédiment est défini par un ensemble de particules en suspension dans l'eau, l'air ou la glace, et qui finit par se déposer sous l'effet de la gravité, souvent en couches ou en strates successives. Ces particules peuvent provenir de la désagrégation de roches préexistantes, les sédiments sont dits alors détritiques, mais aussi d'éléments biologiques comme des restes de coquilles par exemple. Alors les sédiments peuvent se transformer en roches sédimentaires par un processus qu'on appelle la diagénèse. C'est un mécanisme qui est en fait assez complexe, mais là-dedans on y voit surtout un phénomène de cimentation, c'est-à-dire que les éléments dissous dans l'eau, comme le calcaire par exemple, peuvent précipiter. Pour faire simple, c'est un peu le même principe que pour faire du béton. On distingue donc 3 grands types de roches sédimentaires. Premièrement, les roches sédimentaires détritiques, formées d'éléments de roches préexistantes. C'est le cas des conglomérats où on a des galets ou des blocs de roches qui sont recimentés entre eux. Donc là, on a des roches de roches. Mais c'est aussi le cas des grès, où c'est du sable qui est là recimenté. Deuxièmement, on a des roches sédimentaires biogènes, qui résultent de l'accumulation de squelettes ou de fragments d'organismes. Et troisièmement, les roches sédimentaires dites physico-chimiques, parmi lesquelles on a notamment les roches salines, comme le gypse ou la halite. Cette halite qui donne des couches de sel qui se forment par évaporation. Dans la majorité des cas, le ciment est soit calcaire, c'est-à-dire formé de carbonate de calcium, CaCO3, on parlera alors de roches carbonatées, soit ce ciment est siliceux, donc à base de silice et CO2, même s'il existe des roches carbonées, phosphatées, etc. Enfin, le troisième grand type de roches, ce sont les roches métamorphiques. Ce sont des roches qui ont subi un processus de métamorphisme, donc pas de métamorphose, mais de métamorphisme, c'est-à-dire une transformation à l'état solide de la roche, du fait notamment de changements de température et de pression. On a généralement des transformations minéralogiques, avec cristallisation de minéraux dits néoformés, et acquisition d'une texture ou d'une structure particulière. Au bord de notre rivière, cette roche par exemple est un gneiss, c'est-à-dire une roche métamorphique, qui là a une structure avec des niveaux fins, noirs et blancs, qu'on appelle une foliation. Une autre façon de présenter ces grands types de roches, c'est de montrer ce qu'on appelle le cycle des roches. En effet, toutes ces roches peuvent se transformer les unes en les autres par différents mécanismes. Toutes les roches peuvent potentiellement fondre, et on obtient alors un magma,
évidemment de compositions différentes suivant ce qui est fondu. Par définition, en revanche, quand ce magma cristallise, on ne peut obtenir qu'une roche magmatique, soit plutonique, soit volcanique. Cette roche magmatique, si elle est portée en surface, elle pourra être soumise à l'érosion, mais elle peut être aussi métamorphisée. Si c'est le cas, la roche métamorphique engendrée peut elle aussi fondre, ou alors subir un autre métamorphisme, ou alors être elle-même portée à la surface et érodée. Si c'est le cas, par érosion, on aura donc des sédiments qui, par diagénèse, vont former une roche sédimentaire, et vous voyez ainsi qu'on peut boucler un cycle qu'on appelle donc le cycle des roches. Donc vous l'aurez compris, la composition de la roche ne suffit pas à lui donner son nom. Le nom reflète également son mode de formation. Par exemple, par cristallisation d'un magma, on peut obtenir un granite, qui est une roche qui est essentiellement composée de quartz, de mica et de feldspath. Mais par métamorphisme, un granite peut donner un gneiss, qui pourtant présentera essentiellement les mêmes minéraux, quartz, mica, feldspath. Si cette roche est érodée, et bien que les mica et feldspath soient généralement fragiles, on peut obtenir une roche sédimentaire composée de ces mêmes quartz, mica et feldspath. On nommera alors cette roche un grès. Donc, granit, grès et gneiss peuvent présenter plus ou moins la même composition chimique. Alors, dans les faits, les choses sont toujours plus compliquées, et notamment lors de l'érosion des roches, il y a également une altération chimique qui se produit. Les feldspaths notamment sont métastables à l'échelle des temps géologiques dans des conditions de pression et de température de la surface, et des réactions chimiques vont alors transformer ces feldspaths en argile en captant du CO2 atmosphérique. Alors j'en profite ici pour dire qu'on pense maintenant que l'altération des roches fraîchement exposées en surface par la tectonique a un rôle majeur à long terme sur les grandes variations du CO2 atmosphérique et donc sur le climat de la planète au cours des temps géologiques. Voilà, j'espère que vous ne regarderez plus les cailloux des bords des rivières ou d'ailleurs de la même façon. Tous en effet ont une longue et intéressante histoire à raconter à qui veut bien l'écouter. Au revoir et à bientôt sur 4D Géosystèmes.